Cap Radio. Nous sommes en direct, c'est la première de l'émission Cap Bio. Nous parlerons médecine alternative, médecine douce selon certains, ou encore médecine naturelle et plus précisément d'homéopathie ou de naturopathie. Nous aurons le plaisir d'accueillir le professeur Jack Stockley. Cette émission est en direct et interactive. Si vous souhaitez intervenir ou poser des questions, nous ferons un plaisir d'y répondre. Tout d'abord, souhaitons la bienvenue à notre cher professeur Jack Stockley, qui est avec nous, je rappelle, par liaison téléphonique. Bonsoir, professeur. Allô ? Allô ? Oui, allô ? Oui. Allô, cher professeur, comment allez-vous ? Je vais bien, et vous ? Très bien, merci. Nous sommes très heureux de vous accueillir en direct sur Cap Radio. Alors tout d'abord, je crois qu'une petite introduction s'impose vu l'envergure de votre CV. Alors je vous laisse donc pour que les auditeurs puissent vous connaître mieux. Si vous pouviez nous parler un petit peu plus de votre parcours académique ou scientifique ou encore votre expérience. Oui, bonsoir et merci de me recevoir à Cap Radio. Alors écoutez, je suis donc médecin de base. Très vite, je me suis intéressé à d'autres médecines comme à l'homéopathie. Donc j'ai fait un doctorat en homéopathie et ensuite un doctorat en naturopathie. Ce qui m'a permis de partir faire des missions humanitaires quasiment pendant toute ma vie. J'ai surtout choisi la voie de l'humanitaire compte tenu que j'étais très attiré par les pays pauvres comme l'Asie, le Laos, Madagascar, etc. Donc ça a été plutôt ça ma carrière médicale. J'ai donc privilégié souvent ces médecines naturelles parce que justement on arrivait dans des pays où il n'y avait pas de médicaments, où la médecine allopathique n'existait pas ou presque pas, parce que par manque de sous, très largement, c'était le gros problème. Mais ce que je voudrais dire ce soir, c'est qu'en fait, tout en ayant un très grand respect pour la médecine dite traditionnelle, donc la médecine de tous les jours, l'allopathique, il est bien de pouvoir avoir une autre médecine qui est peut-être moins traumatisante, et de travailler ensemble et de ne pas faire des guerres de clochers en disant c'est moi le meilleur, nous en naturopathie nous sommes les mieux et puis l'allopathie ne vaut rien. Non, je pense qu'il faut avoir une idée, savoir quand on peut utiliser des méthodes moins traumatisantes, mais laisser sa place aussi à la médecine dite allopathique pour pouvoir traiter dans des urgences des cas importants. Voilà, moi je ne vais pas m'étaler énormément sur mon parcours scientifique, donc j'ai enseigné et j'enseigne toujours à l'Académie de Montréal, donc je suis toujours professeur pour eux. Et je m'occupe d'être aussi le doyen de cette académie depuis de nombreuses années, depuis 2003. Donc je suis chargé de cours. Et ensuite en 2006, je deviens doyen et je suis toujours le doyen de l'Académie supérieure des médecines holistiques de l'Ontario. Voilà en gros mon parcours. Parfait, un excellent parcours. Vous avez été donc dirigé d'une certaine façon vers ces médecines donc holistiques par votre humanisme, disons. Durant votre introduction, vous m'avez évité de parler donc de ce débat, ou comme vous l'avez appelé, le son de clocher. Donc on ne va pas y revenir. Donc je partage parfaitement votre vision de cette médecine. Je rappelle à nos chers auditeurs qu'ils peuvent intervenir. Nos numéros sont le 05 39 94 44 40 ou le 05 39 33 33 33. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez intervenir, vous êtes le bienvenu. Donc, cher docteur, cher professeur plutôt,
Revenons à nos moutons et donc peut-être qu'il faudrait qu'on définisse de prime abord ce que c'est que cette médecine donc d'homéopathie ou de naturopathie. Alors, en fait, la naturopathie englobe beaucoup de médecines parallèles. Ça veut dire qu'elle va utiliser l'homéopathie, qui est une médecine qui date quand même de presque 300 ans, qui a été en fait découverte par un médecin allemand, le docteur Hahnemann, et qui a repris des études que Hippocrate avait déjà fait à l'époque. Donc c'est quand même une médecine qui date de très longtemps et qui, en réalité, essaye de soigner semblables maladies par semblable substance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si vous prenez une substance qui peut rendre malade quelqu'un de sain, cette même substance prise en dose infinitésimale peut guérir de cette pathologie qui est déclarée chez un homme sain lorsqu'il prend cette substance. Prenons un exemple. Les oignons. Voilà, exactement, les D'accord. oignons. Vous êtes en train de peler des oignons et vous commencez à pleurer et vous avez donc les yeux qui rougissent, des larmes et le nez va couler comme de l'eau. Et c'est très important de remarquer que ça coule comme de l'eau. Parce que si ça ne coule pas comme de l'eau, ça ne sera pas du tout le même remède. Alors donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une goutte de jus d'oignon qu'on va diluer dans 99 gouttes de solvant. Ensuite, on va reprendre une goutte de ce mélange qu'on va rediluer dans 99 gouttes de solvant, ainsi de suite, pour monter jusqu'à la 30e centésimale anémanienne. Ah, je suppose que ce n'est pas une recette à la portée de tout le monde. C'est juste pour dire aux auditeurs de ne pas essayer de le faire. C'est très compliqué. D'accord. Ça se fait en laboratoire. Il y a plusieurs laboratoires spécialisés dans les médicaments homéopathiques. Et donc, parce qu'à chaque dilution, il va y avoir ce qu'on appelle une succution. C'est en fait, on va émettre une vibration, une centaine de vibrations pour dynamiser le produit. Donc ça va être un produit qui va être en même temps dilué mais aussi dynamisé parce que c'est une médecine qui utilisera comment dirais-je, cette notion de mettre une vibration, de mettre en vibration le produit. Et donc, si maintenant une personne vient me voir et a exactement la même chose, donc les mêmes symptômes que si elle avait coupé des oignons, mais elle n'en a pas coupé, à ce moment-là, en prenant cette dilution qui va peut-être être la 5e, la 7e, ou la 12, ou la 15, ou la 30e centésimale, on va choisir d'après le questionnaire qu'on fera avec le patient, on va lui donner donc 3 granules de ce médicament homéopathique, 3 fois par jour, et le patient guérira. Mais toujours à base d'ingrédients, disons, naturels. Alors, oui, on a donc des médicaments qui sont soit végétaux, minéraux, ou éventuellement animaux. Ah, d'accord. Voilà, en général. Mais ce sont toujours des dilutions excessivement faibles, et ce qui permet à l'organisme d'avoir, parce qu'en fait, nous avons une pharmacie interne. Donc, on peut donner des instructions à travers justement un médicament excessivement faiblement dosé, une information à l'organisme pour qu'il lutte contre un agent pathogène. Et c'est ça l'avantage de l'homéopathie, c'est qu'en fait, on va donner une information, mais sans nuire. Parce que si on veut suivre les indications que nous disait déjà Hippocrate, que nous, on va refaire dans notre sermon d'Hippocrate, c'est une des clauses de ce serment, c'est d'abord ne pas nuire. Ça, c'est très important. Donc, on essaye de ne pas nuire à son patient en lui apportant des substances qui pourraient être nocives, même si elle guérit la pathologie, mais elle va peut-être développer d'autres problèmes qui vont peut-être être souvent
plus important. D'accord. Je reviens sur cette notion du fait qu'on a une pharmacie interne. Je trouve que c'est très important que les auditeurs sachent que naturellement, on est donc apte à nous guérir nous-mêmes. On a comme une pharmacie interne et qu'il faudrait juste donc renforcer ce système immunitaire que nous avons et que nous pouvons, notre organisme peut lutter contre toutes les maladies au fait qu'il faut juste activer certaines, disons certaines zones ou certaines substances chimiques que nous possédons déjà et donc guérir. C'est ça, au fait. Oui, c'est ça. Prenons un exemple assez facile. On a de la fièvre. Mhm. Pour quelle raison, dans une pathologie, on va tout d'un coup avoir la température qui monte? La plupart du temps, presque tout le temps, les gens, le premier réflexe, ça va être je prends un Doliprane ou je prends une aspirine ou je prends un médicament pour faire baisser cette fièvre. Ça, c'est sûr. Pour nous, cette fièvre, c'est quelque chose de dangereux qu'il faut absolument faire baisser. Et c'est justement là le contraire. La fièvre est une alliée. Si vous avez un virus ou un agent pathogène qui vous attaque, la fièvre va être là justement pour venir tuer ce virus. Parce que le virus est sensible à la chaleur et va être détruit par la chaleur. Donc si vous prenez un anti-inflammatoire, une aspirine ou autre médicament, eh bien immédiatement vous allez renforcer votre virus qui va lui ne plus être attaqué par la fièvre et donc vous allez développer votre maladie. Donc jamais faire baisser la fièvre lorsque la fièvre monte. Bien entendu, il est clair que si vous avez une méningite avec une fièvre de 41, vous allez faire quelque chose pour la faire baisser. Mais en règle générale, tant que votre fièvre va avoir une température de 39 jusqu'à 39,5, on laisse faire la nature, on laisse faire notre pouvoir intérieur pour pouvoir régler le problème viral qui nous attaque. Je crois qu'il faudrait souligner pour les auditeurs qui nous écoutent, donc, qu'ils ne gardent pas en tête juste que la fièvre, c'est un système, disons, de défense contre ces virus qui nous attaquent. Et donc, c'est une façon naturelle qu'a notre corps pour se défendre. Mais il ne faudrait pas donc que ce soit biaisé et que les gens qui ont de la fièvre laissent cette fièvre monter. Le professeur a bien précisé que de 38 jusqu'à 39,5, peut-être que ça pourrait ne pas être nuisible pour le corps, mais si jamais on avait une méningite, comme vous avez bien, comme vous avez cité cet exemple, donc il faudrait peut-être, dans ce cas, recourir à un médicament, mais que ce soit pas systématique. Et c'est ce qu'on remarque, par exemple, en Europe, on commence un petit peu à réguler cette culture que nous avons tous d'aller nous médicamenter tout seul et d'avoir recours donc à Doliprane notamment pour n'importe quel bobo bénin et donc notamment la fièvre. Voilà, vraiment c'est ça. Mais bien entendu, ça dépend. Si vous vous blessez, que vous avez une infection grave avec de la fièvre, bien entendu, on n'aura pas la même réaction que si vous avez un rhume, une grippe. Là, on parle d'une attaque virale, par exemple. Vous avez une bonne grippe, n'essayez pas de faire baisser votre fièvre avec des médicaments parce que la fièvre va être une alliée, va vous aider à combattre le virus ou la maladie virale qui vous afflige. D'accord, voilà, c'est précisé, oui. Voilà. Donc, si vous prenez une aspirine, votre organisme va se dépouiller de sa protection naturelle et n'a plus aucun moyen d'empêcher la prolifération du virus et de la maladie. Donc, soyons toujours ouverts, ne nous précipitons pas sur le médicament, quel qu'il soit, que ce soit un médicament naturel, à travers la phytothérapie ou l'homéopathie. Ne nous précipitons pas, laissons voir les choses et puis ensuite agissons avec intelligence.
D'accord. Soyons à l'écoute donc de notre corps. Comme nous l'avons dit ou précisé, notre corps renferme donc une pharmacie interne qu'il faudrait donc faire fructifier, entre guillemets. Dans le cas de la fièvre, c'est juste un symptôme. Il pourrait y avoir d'autres symptômes, Je me rappelle d'une conversation qu'on a eue sur l'eczéma, par exemple. C'est juste un symptôme, donc il faudrait traiter. C'est comme vous l'avez bien cité lors de notre conversation, la maladie, c'est le mal à dit. Donc, lorsque la maladie parle, il faudrait être à l'écoute et bien savoir donc cerner les symptômes. Lorsque notre organisme se défend, il faudrait le laisser se défendre. C'est tout à l'honneur de notre système immunitaire. Et je crois que vous seriez d'accord, c'est comme pour les antibiotiques, par exemple. Il y avait beaucoup les enfants qui prennent des antibiotiques à large spectre, corrigez-moi si je me trompe, donc ils auront moins de chances donc de renforcer leur système immunitaire. Mais si on pouvait donc avoir recours à ces médecines alternatives donc et scientifiques aussi, il serait d'autant judicieux donc surtout pour les enfants, et comme ça, ils peuvent acquérir un système défensif, disons, plus sûr. Voilà, absolument. C'est en fait, premièrement, il faudrait voir l'organisme, qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on peut faire en sorte de ne pas être malade ou justement d'écouter son corps lorsqu'il vous dit quelque chose. Lorsque on dit la maladie, en effet, vous avez bien retenu ce que je vous disais l'autre jour, c'est en fait le mal qui vous dit quelque chose. Le mal a dit. Qu'est-ce qu'il vous dit? Donc, il faut aller rechercher. Et c'est de là que vient cette notion de médecine holistique, qui veut dire en fait pris dans sa globalité, et non pas aller chercher qu'un symptôme et traiter ce symptôme-là. Donc, comme si on parle justement de l'eczéma, très souvent, c'est une manifestation d'une maladie intérieure dont les émonctoires ne peuvent plus éliminer quelques toxines. Prenons le cas du foie ou du rein ou du poumon. On a oublié de respirer, on oublie en général de respirer profondément. Donc, ces trois émonctoires ne peuvent pas régler tout le problème qui arrive lors d'une maladie. Et donc, il se trouve dans une situation où il ne peut pas régler ce problème immédiatement. Et donc, il va falloir se dire, pourquoi est-ce que j'ai un eczéma qui est en train de me couvrir la peau? Est-ce que ce n'est pas un problème interne? Alors maintenant, si je prends une pommade à base de cortisone, en effet, mon problème va être réglé. Je n'aurai plus de gratouille, je ne me gratterai pas, et je serai content et je dirai merci docteur. Mais le problème, c'est que si ça vient d'une manifestation intérieure, d'un problème de notre microbiote intestinal, et qui fait en sorte que je ne peux pas éliminer une toxine interne, et que par un procédé d'une crème mis sur l'eczéma, je rentre cette maladie intérieure, je n'aurai plus d'eczéma, mais je peux empirer le problème interne. D'accord. Je retiens donc qu'en médecine holistique, donc prendre la maladie dans sa globalité. On n'est pas pareil. Chacun a un système immunitaire à soi. Donc chacun a sa force défensive, disons. Je rebondis sur l'exemple que vous avez cité de l'eczéma. On entend souvent que l'eczéma peut provenir aussi du stress. Le stress peut engendrer de l'eczéma. Et donc, si on a de l'eczéma, on s'adresse à un dermato et il nous prescrit une pommade et le tour est joué. Mais si on prend la maladie dans sa globalité, on pourrait éventuellement trouver d'autres maladies cachées. Et donc, cette approche holistique peut personnaliser. Est-ce que je peux remplacer holistique par personnalisé? Donc, cette médecine, l'homéopathie, par exemple, il prend le corps humain dans sa globalité, et donc il peut permettre de cerner la maladie plus précisément
chose que la médecine traditionnelle ne peut pas faire. On imagine mal un dermato rester avec un patient 1 heure ou plus. Oui, enfin, en réalité, ça ne veut pas dire que toute manifestation d'un eczéma sera nécessairement un problème interne qui s'exprime. Il y a aussi des pathologies dermato qui sont propres à la peau et qui donc nécessiteront de médicaments sans aller chercher. Mais en première instance, il faudrait aller voir si vraiment c'est un problème de peau et uniquement de peau ou s'il y a quelque chose derrière caché. Donc, la première intention du thérapeute, c'est de se dire, oui, il y a un problème, mais d'où vient ce problème? Imaginons, prenons quelque chose de facile, j'ai une automobile et puis la lampe d'huile s'allume. D'accord. Je vois un mécanicien, lequel mécanicien peut me dire, un instant, je vais regarder, il dévisse la lampe, tout va bien, la lampe est éteinte, je m'en vais et je vais casser mon moteur quelques kilomètres plus loin. Ou le mécanicien, il va ouvrir le bouchon d'huile et il va rajouter de l'huile puisqu'il en manque. Mais ces deux solutions sont deux solutions faciles parce qu'il faut se poser la question pourquoi il y a une consommation d'huile. Donc, éventuellement, aller rechercher si le bouchon sous le carter n'est pas, le joint n'est pas défait et que l'huile tombe sur la route. Et donc, c'est ça la recherche dans la maladie, c'est d'aller essayer de trouver le départ, le point de départ, quelle a été la cause déclenchante. Et lorsqu'on sait ça, il faut soigner la cause déclenchante. Bien entendu, on remettra de l'huile dans le moteur, mais on remettra un joint, et ensuite, le problème sera réglé. Eh bien, la même chose en médecine, on va d'abord regarder d'où vient le problème, réparer le problème, et en attendant, on peut très bien donner un médicament symptomatique, en attendant que le problème interne soit réglé. Parfait, c'est très bien expliqué. Je rappelle à nos chers auditeurs qu'ils peuvent intervenir. Nos numéros de téléphone sont le 05 39 94 44 40 ou le 05 39 33 33 33. Et pour laisser souffler un petit peu notre invité de ce soir, Monsieur Jacques Stockley, je vais vous laisser. J'espère que vous aimez la musique française, cher professeur. Mais bien sûr, tout à fait. Et puis, donc, la musique française classique ou la musique française, tout simplement, la chansonnette. Alors, si je vous disais Charles Aznavour. Avec un grand plaisir. Voilà, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Alors, je vous laisse souffler, cher professeur. On reste avec Charles Aznavour, La Bohème. Nous sommes toujours en direct, c'est la première de l'émission Cap Bio avec notre cher professeur Jacques Stockley. Je m'excuse, cher professeur, j'ai écorché un petit peu votre prénom, je l'ai prononcé à l'américaine, un petit peu Jake, parce que vous êtes canadien, alors que vous m'avez bien précisé que c'est Jacques, c'est ça ? Voilà, c'est exact, c'est Jacques. Voilà, Jacques Stockley, je m'en excuse. Donc, cher professeur, je rappelle juste à nos chers auditeurs aussi que cette émission est interactive et si vous aviez des questions ou si vous souhaitiez intervenir, vous pouvez nous appeler au 05 39 94 44 40 ou le 05 39 33 33 33. Alors, cher professeur, je reviens donc à l'homéopathie ou la naturopathie, donc médecine holistique. Est-ce que ces médecines peuvent traiter toutes sortes de maladies, toutes les maladies que donc on pourrait souffrir? Écoutez, premièrement, il y a deux choses que je voudrais dire. C'est le microbe n'est rien, mais le terrain est tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on dit ah ben le microbe nous attaque. Mais il va vous attaquer si vous avez, c'est comme si vous voulez planter une graine, si vous la plantez sur un terrain qui ne lui va pas, elle ne va pas éclore. Et donc, nous, c'est la même chose. Nos maladies, en fait, elles peuvent éclore, ça dépend de votre terrain. Et votre terrain, comment est-ce qu'on peut éventuellement le changer? Eh bien, c'est d'abord par l'alimentation, parce que toutes les médecines comprennent
que ce soit les médecines dites naturelles ou allopathiques, si vous ne changez pas votre mode d'alimentation, rien ne pourra, il n'y aura que des médicaments symptomatiques, mais une fois qu'on les enlève, vous retombez malade. Et donc, c'est important de comprendre que l'alimentation, elle est à la base de toute médecine. Et déjà, Hippocrate nous le disait, que ton aliment soit ton médicament. Et si on ne respecte pas les lois de la nature au niveau de l'alimentation, eh bien, on aura toujours des problèmes de santé. Et si on prend un exemple, actuellement, moi, je vois, puisque je suis nutritionniste diabétologue par ma formation donc de naturothérapeute, eh bien, je m'aperçois que on mange ici, par exemple, prenons le cas du Maroc, on mange excessivement gras, donc beaucoup de viande, beaucoup de graisse animale, beaucoup de produits laitiers, beaucoup de sucre. Et tout ça, c'est un explosif. L'organisme ne peut pas survivre dans une alimentation de cette sorte. On va avoir, souvent, on a un diabète, normalement, ce qu'on appelle le diabète de type 2, est un diabète qui arrive lorsque on a un petit peu trop exagéré sur les glucides et les lipides et qu'on arrive vers 45-50 ans, le pancréas est fatigué et on démarre un diabète de type 2. Le gros problème, et ce qui est alarmant, c'est que maintenant nous avons des enfants de 13 ans qui ont un diabète de type 2 à cause d'une malbouffe, les coca, les hamburgers, etc. Donc, cette bouffe qui nous vient d'Amérique et qui est complètement une nourriture absolument grave pour la santé de l'individu. Mais Donc, culturellement imposée, oui. Pardon ? J'avais dit que c'est une culture un petit peu imposée. Voilà. Alors, donc, ça devient une mode. On va pas donner les noms, mais on va dans ces restaurants qui nous font une malbouffe. Et puis, on devient accro à cette malbouffe parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que on a fait quelques expériences, par exemple, au niveau du sucre. Alors, donc, si vous prenez les colas ou les autres limonades à base de sucre, l'organisme va devenir addict à ces substances. Et on a fait des expériences avec des rats où on a donné à des rats pendant un mois du sucre en plus de leur alimentation, donc une petite assiette de sucre en poudre, ils ont mangé ce sucre. Au bout d'un mois, on a enlevé le sucre, on leur a donné de la cocaïne, ils ont pris pendant un mois de la cocaïne, et ensuite on a remis le sucre et la cocaïne, et ils ont d'abord été vers le sucre, ce qui prouve bien que le sucre est un addictif excessivement important et grave, et c'est lui qui, malheureusement, nous emmène vers des pathologies qui sont le diabète de type 2. Et si vous ne modifiez pas votre alimentation, eh bien, malheureusement, vous allez entrer dans ce cercle infernal. C'est le médicament, l'insuline, et puis petit à petit, vous allez avoir des infections du pied, on devra amputer, vous allez perdre la vue, parce que c'est une maladie sournoise et excessivement grave, que, à mon avis, si on la prend tout de suite, au moment où on voit les premiers symptômes, et c'est souvent le cas lorsque on regarde une analyse de sang, on regarde très rapidement, parce qu'en général, le médecin n'a pas beaucoup de temps, il regarde uniquement qu'est-ce qui arrive en surbrillance ou avec une petite étoile. Tant qu'on n'a pas la petite étoile, c'est normal, monsieur, votre analyse est bonne. Mais prenons le cas d'un diabète de type 2, on va s'apercevoir par exemple que le patient, il est à 1,10 g. 1,10 g, il est dans les normes. Mais normalement, on devrait dire aux patients, attention, vous êtes dans les normes, oui, mais vous êtes déjà en train de grimper dans l'échelle du diabète. Vous êtes en pré-diabète. Donc, il faut absolument, dès maintenant, revoir toute votre alimentation. Mais en général, on ne le fait pas.
Et donc, c'est qu'à 1,25 g, lorsqu'on aura la surbrillance, qu'on va dire au patient, ah, attention, vous êtes diabétique, donc je vais vous prescrire des médicaments. Mais normalement, le rôle du thérapeute, il a un rôle de prévention. Les Chinois, à l'époque, soignaient leurs patients. Tant que vous étiez en bonne santé, vous payez votre médecin. Mais au moment où vous tombez malade, c'est le médecin qui vous soigne gratuitement. Parce qu'il n'aurait pas su vous conseiller et vous suivre normalement. Ben, on aimerait bien avoir un tel système partout. Oui. Mais voilà, c'est ça le problème, c'est que maintenant, on est dans une époque où tout va vite, où on a besoin de gagner de l'argent, et donc on ne peut pas donner une consultation de 45 minutes. Voilà, parce exactement. que ça coûte très cher. Et donc, on oublie le principal, et donc on oublie de revenir sur l'alimentation. Et l'alimentation, c'est absolument important. Si on n'a pas tous les acides aminés, toutes les vitamines, tous les sels minéraux indispensables à l'organisme, eh bien, petit à petit, on s'en va vers la maladie, malheureusement. D'accord, alors je reviens sur ce que vous avez dit, c'est très important et je crois que ça s'impose qu'on le souligne un petit peu. Alors le sucre, c'est un poison, c'est bien connu, donc à éviter. Cette culture américaine, entre guillemets, donc, qui nous vient d'Hollywood, alors c'est le hamburger et puis toutes ces limonades donc super sucrées qui font du mal, beaucoup de mal. Le professeur Monk insiste sur le fait que notre alimentation, c'est ce qui nous rend forts, c'est ce qui nous prémunise contre les maladies. Tout est question de terrain, comme vous l'avez dit. Alors un terrain, il peut être fertile pour les maladies, comme il peut être donc un rempart contre ces maladies. Il faut revenir aussi sur le fait que nous, Marocains, parfois on croit qu'on mange bien, alors que, comme vous l'avez bien voulu le préciser, on mange beaucoup de viande rouge, beaucoup de produits laitiers. Je rappelle, surtout par les temps qui courent, cette pandémie du Covid. Alors, beaucoup de produits laitiers, ça cause aussi beaucoup de problèmes. Une carence en vitamine D notamment, corrigez-moi si je me trompe. Donc, il ne faudrait pas en abuser. Il faudrait que ce soit... vous êtes l'expert, vous nous le diriez sûrement en fin d'émission, quelques conseils. Il faudrait bien qu'on diversifie un peu mieux notre alimentation et qu'on retourne à la base, donc comme mangeaient nos aïeux en quelque sorte, des trucs basiques et des trucs naturels. Je me rappelle de notre conversation, les enfants aujourd'hui, on les éduque donc à aimer depuis leur très jeune âge, à aimer les chips, à aimer les hamburgers, à aimer les Coca-Cola et autres. Donc peut-être qu'il faudrait commencer à éduquer leur palais, à leur inculquer ces saveurs que nous, lorsqu'on était jeunes de notre génération, on était obligés un petit peu à déguster parce que c'était ce qu'il y avait sur la table. Alors qu'aujourd'hui, c'est exceptionnel que des enfants puissent donc goûter à des lentilles ou à du poisson. Voilà, disons que là on se retrouve malheureusement dans une époque où on ne sait plus quoi manger. Parce qu'on parle du poisson, oui, les poissons, on peut encore prendre les petits poissons, mais au moment où vous prenez des gros poissons comme le thon ou autres gros poissons, ils sont au haut de la chaîne alimentaire, et ça veut dire qu'ils vont avoir pris des autres poissons qui avaient pris des autres poissons, etc., et qui ont du mercure, qui ont des pollutions, et donc ce sont les gros poissons qui sont le plus nocifs, et on devrait normalement plus en manger, mais manger plutôt de la sardine, du maquereau ou des poissons qui sont en bas de la chaîne alimentaire. Voilà, et qui sont les plus nutritifs, comme les sardines, parce que je rebondis sur le mercure. Je sais que vous suivez donc l'actualité dans le domaine de la médecine, et dernièrement, j'ai lu un article sur quoi le Maroc, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent donc de cette présence de mercure dans leur organisme, et notamment par l'absorption de poissons tels le thon. Voilà, absolument. Donc, on a ça, puis ensuite, on a enlevé tout. On a voulu... Il y a eu une époque dans les années 50, 60, après la guerre, où on a dit, ah oui, le blé, il faut enlever tout ce qui est mauvais, et on va garder que ce qui est blanc, et on a eu du pain blanc.
Et on a fait la même chose avec le riz. On a eu du riz blanc. Et toutes nos céréales sont blutées et blanchies. Et donc, en faisant ça, on a enlevé tout ce qui était primordial pour la santé. Donc, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Un blé qui, si vous voulez avoir toutes les vitamines et tous les sels minéraux, il faut que vous mangiez tout du blé. Et non pas uniquement d'enlever toutes l'écorce et prendre l'amidon qui est au centre. Vous allez avoir des calories vides qui vous font remplir le ventre. En effet, vous n'aurez pas faim. Mais par contre, vous n'aurez pas eu les vitamines nécessaires. Et donc, si on reprend Hippocrate qui disait que ton aliment soit ton médicament, on n'aura eu que l'aliment, mais pas le médicament. Donc, très important de faire aimer aux enfants des tout petits, de leur dire depuis tout petit, commence à manger du riz complet, commence à manger du pain complet, arrête de vous bourrer de lait. Prenons le cas des produits laitiers de vache. Qu'est-ce qui se passe? On en parle de plus en plus maintenant, où on dit que les produits laitiers de vache sont mauvais. Mais en fait, chaque espèce animale va donner à son petit une information hormonale. Donc l'information que la vache donne à son veau, c'est grossit vite en peu de temps. Un veau va grossir de 360 kilos par année. Un petit homme, il va grossir de 5 kilos. Donc l'information, c'est pas du tout la même. Et il faut pas oublier que dans les cas de cancer, et on en parle beaucoup, là on est en catastrophe avec le cancer, on se dit mais tout le monde a un cancer ou presque. Et en effet, nous faisons tous une cellule cancéreuse par jour. Mais si nous sommes bien armés, nous l'éliminons. Mais si nous n'avons pas les moyens de rejeter cette cellule, eh bien, elle va prendre de l'ampleur. Qu'est-ce qui se passe? Comment vit une cellule cancéreuse? Elle va se développer dans un terrain acide et elle va se nourrir de sucre. Donc, c'est déjà deux choses qui sont excessivement importantes de ne pas donner. Mangeons une nourriture qui n'est pas acide. Le sucre, non seulement il va nourrir la cellule, mais elle va se développer dessus parce qu'il est acide. Donc, le sucre est acide, les viandes rouges sont acides, beaucoup d'aliments sont acides, ce qui fait que vous avez une inflammation généralisée qui fait que la cellule cancéreuse va pouvoir se développer. On a comment est-ce qu'il faut dire ça, un espèce de scanner lors du recopiage de l'ADN qui va scanner le recopiage. C'est en fait 2 millions de pages d'un livre recto-verso qui va être scanné en 8 heures. Si tout d'un coup, cette protéine qui s'appelle la P53 commence à défaillir parce que on a trop de radicaux libres dans l'organisme, parce qu'on a mal mangé, parce qu'on est stressé, donc cette P53 qui est soutenue par un très fort antioxydant qui s'appelle le glutathion réduit, ce glutathion va muter pour aller aider d'autres antioxydants et la P53 se trouve seule, elle ne peut plus ordonner s'il y a une faute de recopiage, elle ne peut pas ordonner à la cellule de s'auto-guérir ou de se suicider, donc ce qu'on appelle l'apoptose, elle ne peut pas le faire, donc c'est le démarrage d'une cellule cancéreuse anarchique. Maintenant, si tout d'un coup on voulait revenir en arrière, si on donne de nouveau de quoi bien manger à cette P53 qui est du glutathion réduit et qu'on rétablit le système, on a beaucoup de chances pour faire en sorte que la cellule se stabilise et reprenne, disons, une santé. Et en mettant, par exemple, de la vitamine C à très forte dose, eh bien, on arrive à faire des choses assez extraordinaires. Mais malheureusement, on parle de vitamines actuellement, on va dire aux gens, il faut prendre 300 mg, 250 mg de vitamine C. Mais ce n'est absolument rien. 250 mg, vous savez que chez le petit cochon d'Inde, le petit hamster qu'on utilise on appelle ça les cobayes, mais que souvent les enfants ont chez eux, ce petit hamster qui, lui, est comme nous,
ne peut pas synthétiser la vitamine C. On est les rares, c'est l'être humain, le hamster et puis je crois la chauve-souris. Les autres peuvent synthétiser. Nous, on ne peut pas. Mais le petit hamster, il prend 3 grammes de vitamine C par jour. Et nous, qui sommes beaucoup plus grands, on nous préconise 300, 350, allez, un grand maximum de 500 mg par jour. Donc, on voit bien qu'il y a un problème. Donc, si vous prenez jusqu'à 4 grammes, surtout dans les moments de grippe, jusqu'à 4 grammes de vitamine C par jour, il n'y a aucun effet indésirable et vous allez être armé contre beaucoup de pathologies virales. D'accord. Et ça, c'est intéressant. D'accord. C'est très intéressant, mais vous nous faites aussi peur, cher professeur, lorsque vous dites que notre organisme produit une cellule cancéreuse par jour et qui se nourrit donc de sucre. On l'a bien dit, le sucre, c'est un poison à éviter, chers auditeurs. Mais par les temps qui courent, vous serez d'accord avec moi, qu'est-ce qu'une alimentation saine? C'est très difficile, donc, et c'est pourquoi donc, on voit une prolifération de toutes ces boutiques bio partout en Europe, bien sûr au Maroc aussi, il y a ce courant de bio, d'aller vers le bio. Mais vous consentirez que aujourd'hui, prétendre à une alimentation saine, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Oui, en effet, c'est très difficile de revenir vers une alimentation saine aujourd'hui. Mais là, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, que nos auditeurs ne paniquent pas. Lorsque je dis qu'on fait tous une cellule cancéreuse par jour, c'est le cas, mais donc notre organisme, il est tout à fait armé pour éliminer. C'est que malheureusement, lorsqu'il y a beaucoup de problèmes qui viennent les uns sur les autres, donc mauvaise alimentation, énormément de stress, une vie, disons, beaucoup d'alcool, etc., qui va faire que l'organisme, là, il ne pourra plus. Mais rassurez-vous, vous êtes tout à fait armé pour éliminer non seulement les cellules cancéreuses qui nous attaquent, mais beaucoup d'autres ennemis qui sont là. Et c'est pour ça que l'importance du microbiote intestinal a une importance énorme. C'est que tout se passe en fait dans nos intestins. Et que nos intestins, c'est nos amis. En fait, on est peuplé de milliards de bactéries amies. Et donc, si vous mangez trop de sucre, si vous mangez trop mal, eh bien, ces bactéries amies vont être bouffées, mangées par les bactéries ennemies. Et donc, il faudra que, non seulement qu'il y ait pas une dysbiose, mais que notre microbiote soit toujours bien nourri et bien peuplé. Et ça, c'est important. Et c'est de cette façon-là qu'on pourra, petit à petit, retrouver un équilibre au niveau de la santé. Et donc, pour nos enfants, et ça, c'est vraiment important, que nos enfants puissent avoir de la vitamine C, qu'ils puissent retrouver des aliments nobles, manger des légumes de saison, et de l'endroit où nous sommes. Hein, le fait de venir d'acheter, aujourd'hui, on en trouve des fraises ou des framboises, on va me dire qu'ils sont d'ici puisqu'elles sont en serre. Mais ce n'est pas une nourriture de saison. Donc c'est important de prendre les légumes de saison, les fruits de saison, d'avoir une activité sportive, je ne veux pas dire faire du sport à outrance, mais d'avoir une activité, donc de marcher, de respirer, de ne pas oublier de respirer, parce que bien souvent, on oublie la respiration. Donc, et respirer, ça veut dire respirer profondément, et chaque fois que vous respirez, vous éliminez des bactéries, vous éliminez beaucoup de microbes, et donc c'est important d'avoir une bonne respiration, de boire comme il faut de l'eau, et puis d'avoir une alimentation parfaite. Eh bien, cher professeur, je suppose qu'on va avoir des émissions très animées parce que vous nous abreuvez d'informations, bien sûr, très utiles. Le fait de bien respirer, eh ben, je suis certain que beaucoup de nos auditeurs ont sauté du lit. Comment se fait-il que
Mais c'est vrai que la plupart d'entre nous ne savent pas respirer parce qu'il faut un certain entraînement, il faut se focaliser donc sur cette respiration jusqu'à ce qu'il puisse avoir un rythme naturel et bénéfique pour notre organisme. Je retiens aussi qu'il y a une logique naturelle et qu'il faut voir donc notre organisme dans sa globalité. Mais ce qui est sûr, c'est que une alimentation saine prévient les maladies. On ne le dira jamais assez. Et donc, apprendre à nos enfants, à nos chers chérubins, bon, il faudrait prendre leurs mains. Qu'il faut manger différemment. Mais alors, alors bien entendu qu'on ne va pas tout régler par l'alimentation. Alors, une fois qu'on a une bonne alimentation, là, à ce moment-là, on va pouvoir trouver des médicaments et des médicaments qui, justement, ne seront pas trop agressifs pour le corps, donc faire en sorte de trouver des médicaments le plus naturels possible, puisque en général, la plupart des médicaments qu'on trouve dans la médecine allopathique, des laboratoires, ce sont des médicaments dont on a extrait dans la nature le principe actif et qu'on a donc intégré et qu'on a synthétisé. Et on a fait donc des médicaments avec ça. Donc si on peut retrouver en phytothérapie ou en aromathérapie ou en homéopathie et aussi en médecine chinoise par le processus de massage, de relaxation, etc. Si on prend tout ça, eh bien on n'aura pas besoin d'aller acheter des médicaments qui sont chers et qui bien souvent vont créer d'autres pathologies. Je me soigne un problème de cœur, je vais me faire un problème sur le foie, je vais me faire un problème sur le rein, et ensuite vous tournez continuellement dans les spécialistes. Excusez-moi. Donc ce qui est intéressant, c'est de pouvoir justement trouver des médicaments ou des produits naturels en première instance. Bien entendu, il faut respecter la médecine allopathique, en parler avec son médecin. Ça ne veut pas dire que si demain, dans une prochaine émission, je vous dis que tel médicament homéopathique est bien pour l'hypertension, par exemple, eh bien, parlez-en avec votre médecin. N'arrêtez pas les médicaments que votre médecin vous aura donnés. Allez lui en parler. Dites, est-ce qu'on ne pourrait pas essayer de trouver une façon meilleure pour régler, par exemple, mon hypertension ou pour régler mon diabète. C'est ça qui est important. C'est qu'il y ait une discussion entre le naturothérapeute et le praticien médecin allopathique. D'accord. Et travailler donc en symbiose pour le meilleur et pour le bien donc de notre organisme. Absolument. Voilà, cher professeur, on me signale que le temps est passé. Il est passé très rapidement, mais je suppose que nous aurons d'autres émissions et que nous pourrons donc élargir cette discussion ô combien utile. Donc, merci, cher professeur, d'avoir été avec nous. Je rappelle à nos chers auditeurs que Jacques Stockley sera avec nous lundi prochain aussi, à 18h. Merci, cher professeur. Je vous dis au revoir. Mais je vous en prie, au revoir à vous tous et puis prenez soin de vous. Merci beaucoup. On retiendra vos conseils. Merci beaucoup. Au revoir. Donc, et à lundi à 18h. Chers auditeurs, je vous dis au revoir en espérant que vous serez à l'heure le lundi prochain. Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Cap Radio.